dépasser la ligne de but. Une ligne droite, un virage, une dernière ligne droite. S'il te plaît, à 2 mètres de la ligne. Across the finish line to get the victory. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La Ligne, le podcast qui décrit toutes les carrières liées au sport de haut niveau. Je m'appelle David et 2 fois par mois j'irai à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait de leur passion sportive leur métier. Athlètes, médecins, journalistes sportifs, dans l'ombre ou sous le feu des projecteurs, nous découvrirons ensemble les joies, les peines et les passions de ces personnalités au destin aussi atypique que extraordinaire. Je t'invite grandement à t'abonner, à noter et à laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me suggérer des idées, des améliorations ou encore des invités. Tu peux également suivre la page Instagram laligne.podcast où tu découvriras l'envers du décor de chaque épisode. C'est également un excellent moyen pour me contacter. À chaque fin d'épisode, je lirai un commentaire de la plateforme Apple Podcast ou un message reçu sur Instagram afin de prendre en compte tous vos avis. Le but, faire progresser ce podcast tous ensemble. Allez, assez parlé, tout de suite, place à notre invité du jour. On entend les footballeurs dire on va au combat, ce soir c'est la guerre et tout, ils le disent, mais moi je le vis quoi. Bonjour Aurélien Duhart. Bonjour David. Comment vas-tu ? Écoute, je vais merveilleusement bien. J'allais déjà très bien aujourd'hui. Là, j'ai une journée un petit peu off et puis j'avais très envie de cette interview. On avait préparé depuis longtemps. Et puis le petit moment qu'on a eu, l'échange là, cordial, sympathique, et dynamique et surtout bienveillant. C'est quelque chose à laquelle je suis très sensible et ça m'a encore accru et amplifié mon état de bien-être et mon envie de partager et de communiquer. Donc merci pour cette bonne vibration. Bah écoute, c'est réciproque et c'est très gentil à toi de me recevoir ici chez toi à Villejuif en ce début de mois de septembre 2020. Si tu le permets, je vais t'introduire rapidement auprès des auditeurs. Le dernier qui a essayé de m'introduire, il n'a pas réussi. Hein. Donc moi, ce sera juste du texte. D'accord. Ce sera juste du texte. Alors Aurélien, tu es né à Dakar au début des années 70. Tu arrives en France très jeune, en province, avant d'arriver un peu plus tard en région parisienne. Quand tu es petit, tu enchaînes les fractures, mais néanmoins, tu te mets quand même au sport et tu te mets, on va dire, relativement tard au kickboxing à 21 ans en 1991. C'est pour cette pratique des arts martiaux et des sports de combat qu'on te connaît, parce que dès 1992, tu es champion de France de kickboxing. En 1995, tu es déjà en finale du championnat du monde de Muay Thai. 7 titres mondiaux plus tard, dont 2 en tant que combattant de Muay Thai, 4 en tant que kickboxer et 1 titre mondial de Shidokan Karaté. D'ailleurs, il va falloir que tu nous expliques ce que c'est parce que j'ai regardé un peu et c'est absolument incroyable. Tu continues ta carrière jusqu'en 2011 où tu mets fin à cette très belle carrière. Mais au-delà du sport, tu es également un prof d'arts martiaux, un coach mental, un ancien mannequin, un entraîneur du GIGN, un conférencier, un commentateur sur l'équipe, un animateur d'émissions, bref, tu as plein de vies, tu es pluridisciplinaire et on va essayer de creuser tout ça pendant cette interview. Et j'espère qu'en tout cas, on pourra découvrir de nouvelles choses encore sur toi. Ben ouais, déjà merci pour cette... c'est agréable de se faire introduire comme ça, tu vois. Merci pour le travail que tu as fait d'attention, de recherche. Déjà, il y a la démarche et puis tes informations sont justes. Ça, je suis très touché de voir que ouais, tu t'es intéressé à mon histoire, à mon parcours et que déjà, en connaissant bien ces bases, bah, ça montre en tout cas l'implication et la passion que tu fais que tu mets dans ce que tu fais et ça va rendre l'interview vraiment riche et je me sens à l'aise là pour aller très loin et vous partager des informations chamboulantes, perturbantes et nourrissantes. Et vu qu'on a posé ce cadre, préparez-vous à passer un bon moment et peut-être parfois aussi entendre des choses difficiles ou inconfortables et si vous veniez sur le ring avec moi ou avec David sur un terrain de rugby, parfois ce serait inconfortable et ce serait nécessaire pour grandir. Donc vraiment merci pour le travail de préparation que tu as fait. Tu as bien trouvé ta voix, mec. Je peux te dire que j'en fais des interviews et j'ai plus souvent des interrogatoires. Tu vois, c'est souvent le problème. Voilà, et là c'est waouh. Bah écoute, ça me fait plaisir. Donc on va faire une première question. On va partir de l'enfance. C'est une question assez simple mais qui peut s'avérer difficile. Ouais. Quand tu étais enfant, c'était qui ton ou tes modèles dans le sport ou à l'extérieur ?
Merci. Déjà, la première chose, j'ai fait un blackout de 8 ans, tu sais, souvent les 3, 4, 5 premières années de sa vie, on s'en souvient pas quand on a vécu au même endroit. C'est facile d'avoir les mêmes repères quand tu as la même classe, les mêmes camarades. Moi, j'ai déménagé 14 fois en 8 ans. Donc, c'était très complexe de me fixer. Et... Attends, quand je viens dans l'émotion, c'est normal, c'est le début de l'interview, ça fait perdre un peu le fil. Rappelle-moi la question, s'il te plaît. C'était juste qui était ton ou tes modèles dans ce sport. J'ai pas trop de souvenirs. Tu sais, comme j'ai beaucoup manqué, quand tu es à côté de ton papa et ta maman, que tu as une base solide, tu as déjà de l'amour, on va dire, en présentiel, même s'il n'a pas été donné comme tu veux, ils sont là, tu peux aller chercher d'autres modèles. Tu vois, moi j'avais un manque, j'avais un vide, j'avais des éducateurs, j'avais une famille d'accueil, j'avais des gens qui étaient là et j'ai l'impression que j'avais pas de modèle de base pour aller me chercher d'autres modèles. Donc mes modèles, je devais forcément m'adapter pour survivre, comme chacun. Hein. J'étais fragile, j'étais chétif, en plus j'étais un peu tête de con déjà, tu vois, donc j'énervais facilement. Et mes modèles, je crois que c'était l'entourage qu'il y avait autour de moi parce que j'avais pas mon père et ma mère pour me protéger. J'ai eu même à un moment, j'avais pas ma grande sœur et un gros écart d'âge avec ma grande sœur, donc des fois on n'était pas dans la même école et il fallait vite que je me fasse aimer. Donc mes modèles, c'était, je regardais dans l'entourage, qui est-ce qui a raison ? Qui est-ce qu'on écoute ? C'est qui le plus fort ? C'est qui le papa, la maman ? C'est qui le plus drôle ? C'est qui la plus belle ? Et je me faisais ami avec ces gens-là et c'était eux mes modèles. D'accord. Donc au début, je pense que j'ai copié inconsciemment les victimes. J'avais une maman formidable et très plaintive, hein, et je pense que j'ai fait beaucoup ça, donc j'ai développé un personnage plaintif. Mes modèles, c'était les fractures, l'hôpital, la société c'est dur, ton père c'est pas Rothschild, pour les noirs c'est plus dur, pour les pauvres c'est plus dur. J'ai grandi dans... J'ai commencé par le négatif, c'est peut-être un peu maladroit. Il y avait beaucoup d'amour chez ma mère, il y avait beaucoup de combativité, plein de choses, et puis il y avait ça. Donc mes premiers modèles dont je me souviens, ça a été les comiques. Ouais, c'était à l'époque je suis dans 70, donc 78, 79, tu sors du silence de l'enfant, je retrouve ma famille, tu commences à parler, 8-10 ans, et je racontais des blagues. Stéphane Collaro, Roland McDan, le Bébête Show, le Collaro Show. Il y avait quoi à l'époque ? Il y avait pas, à la radio, il n'y avait pas Rire et Chanson, on n'avait pas les téléphones pour entendre de l'humour quand on voulait. Donc vraiment, je remarquais tu sais, tous les spectacles de Drucker, tout ça, il y avait toujours quelqu'un qui venait raconter des blagues, et là, dans la pièce, tout le monde s'arrêtait, tout le monde l'écoutait et les gens riaient. Donc il y avait le chanteur, tu sais, on était là et c'était les seuls divertissements qu'on avait. Hein. Nous, on n'allait pas au restaurant, on n'allait pas au théâtre, on regardait la télé. Et waouh, quand les gens chantaient, je voyais qu'autour, il se passait quelque chose. Et quand les gens rigolaient, donc mes premiers modèles, j'étais le clown, quoi. Okay. Des blagues. Et encore aujourd'hui, je peux te mettre au défi, à n'importe quel moment de l'interview, tu me sors un mot, un thème, j'ai 400 blagues dans la tête. Je confirme, il est très drôle. Et je t'en sors une. Donc mes modèles, c'était, je crois, c'était ma maman, la famille d'accueil, monsieur, madame Jardin, pendant 2 ans, papa mineur, qui travaillait du coucher du soleil, du lever au coucher, la maman... mère au foyer, le petit jardin, élever ses 4 gosses, plus les 2 enfants de la DAS. C'était ça mes repères, l'église, le clocher, tu sais, le bistrot, le bistrot, l'église, la France traditionnelle, profonde, quoi. Clairement. Ouais. Parce que justement, quand tu es petit, j'ai lu qu'on t'avait diagnostiqué la maladie des os de verre. Alors déjà, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est et à quel moment tu te mets au sport malgré ça? Ouais. Alors la maladie des yeux de verre, on l'a supputée parce qu'à l'époque on faisait pas tous les tests, tout ça. Quand tu as un gamin qui revient tous les mois avec une fracture, je te parle pas d'une entorse, vous avez déjà eu vous un petit pet à l'œil, un petit blob, un petit truc, je sais que chacun d'entre vous a déjà eu des fractures, une peut-être, 2, t'as déjà eu 3 plâtres. Qui d'entre vous a eu 4 plâtres, 5 plâtres, 6 plâtres, 14 plâtres? Et je te compte pas les attelles et les trucs que j'allais même pas à l'hôpital, quoi. Donc pour faire simple, un petit enfant ne sait pas qui il est. Tu as vu un enfant d'1 an, tu le mets face à un miroir, il se retourne, il se tire la peau, il se tire les cheveux, il n'a pas fait les limites de son corps. Donc dans la petite enfance, tu te définis en fonction du regard que les gens posent sur toi. Ah, il est beau, ah, il est fort, ah, il est intelligent, ah, il est grand, ah, il est nul. Et tu te sens figé. Et moi, je me suis enfermé dans ça, dans cette mère un petit peu dépressive. Elle avait quitté, mon père a fait 28 enfants. 4 femmes enceintes du même bonhomme dans le même pâté de maison. T'imagines déjà une femme qui sortirait dans la rue et elle verrait une ex de son mari. Déjà, t'as vu dans quel état ça les met. Imagine, elle croise une maîtresse et là, t'en croises 4 enceintes. Donc ma mère, elle a vécu une grossesse stressée, tendue et l'enfant, on vibre ça.
Donc, je perds vraiment. Et donc justement, tu te fais énormément Voilà. de fractures, il y a une sorte de. Donc je me fais énormément de brisure. fractures. La première, je crois, une colonie de vacances, on fait un relais sur la plage. Tu sais, j'ai le témoin, là, tu sais, cette course où tu te passes le bâton. Le mec, au lieu d'attraper le bâton, il attrape mon poignet, il tire et j'entends crac et mon poignet fait comme ça. Le à poignet 8 ans. part. Comment ? Le poignet part. Oh, le poignet part, quoi. Alors, et là, je me rappelle, j'ai mal. Je vais voir la monitrice, madame, j'ai mal. Mais tu sais, les déménagements, j'avais déjà je ne disais rien, je suivais, j'avais pas le temps de pleurer. Donc j'avais une accoutumance à la douleur déjà. Je pensais être le plus fragile. Et moi, avec des fractures, je suivais le groupe. Donc qui était le plus fort en vérité ? Quand les autres marchaient, moi j'avais des béquilles. Ils marchaient avec leurs jambes, moi je marchais avec mes petits bras de poulet, là. Tu vois ? Donc en vérité. Déjà, ça t'a endurci. Voilà, ça m'a endurci et le médecin voit ça, une fragilité. Après, je m'allonge dans la neige au ski, boum, entorse du genou. Et donc, il supputait la maladie des odeurs. On n'a jamais fait les tests. Mais j'étais plus souvent dans le plâtre que déplâtré. On m'appelait jambe de laine. Tu sais, le plâtre qu'on mettait avant les résines. On mettait une grosse chaussette par-dessus. Tu peux pas mettre de chaussures. C'est incroyable. Des fois, j'avais un plâtre au genou, un plâtre au coude et des points de suture au menton en même temps, quoi. Donc, comment et à quel âge tu te mets au sport malgré justement ce qu'on te diagnose, ce que le médecin te diagnostique ? Alors, je crois que je me mets au sport. Comme je te dis, j'ai grandi de 0 à 3 ans sur les plages à Dakar, tranquille, après la petite famille d'accueil. Donc, j'ai pas besoin de montrer que t'es fort, tu vois. Et en arrivant à 7 ans à Voipy, dans une cité, une banlieue de Metz, Voipy, allez voir, c'est un peu gris. C'était des cités où ça bougeait un peu. Je vous rappelle le principe de la cité. On entasse les pauvres, les gens qui manquent au même endroit, dans des conditions difficiles. Donc forcément, on développe le manque, l'agressivité et tous les actes de délinquance. Dans tous les pays du monde, les prisons sont remplies par les plus pauvres. Et il s'avère qu'en Occident et dans les pays qui ont beaucoup utilisé l'immigration comme arme économique, eh bien les plus pauvres souvent soient colorés. Donc ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Hein. C'est que souvent ce sont les plus pauvres qui vont voler et qui vont transgresser les lois. Donc j'arrive et là... tu passes de la petite maison de campagne où t'es 3-4 quand tu sors en bas et là d'un coup t'es 20 quoi. Et puis il y a des troupeaux, il y a des fratries et là il faut apprendre à se défendre. Donc là puis tu commences à jouer au foot en bas du quartier. Moi dans mon pavillon je jouais au bâton, j'étais un rêveur. Là arrive en bas du quartier, ça joue à la chasse à l'homme, ça joue à ça joue au foot. Tu t'y mais. Puis tu te rends compte que tu cours pas bien, t'es vite touché à chat, les buts y passent, tu tapes dans le ballon, tu le rates, tout le monde rigole, tu te dis merde, je suis une daube quoi, je suis nul. Et donc là, tu joues, toutes les récrés, je joue et je suis nul, mais je joue. Et comme je suis tellement nul au foot, et personne ne veut me prendre dans l'équipe, il y a un rôle que personne n'aime, le goal. Parce que quand tu prends un but, tu te fais défoncer. Il se passe rien pendant 30 minutes, on a besoin de toi à une seconde précise. Et si t'es pas là, tu te fais défoncer, et si tu captes le ballon, t'es un héros. J'ai dit ouais, je vais faire goal. Et donc j'étais toujours ok, je vais au but. Et t'étais déjà grand parce que là maintenant il est très grand. Ouais, là, vous le voyez pas, mais 1m80, entre 87 et 89 selon la dilatation. Et j'étais le plus petit de la classe jusqu'à 17 ans. Ah ouais. Je faisais 1m33 en 6e. J'ai mon livre, le Saint-Exupéry, le Petit Prince, le livre qui m'a marqué. Mon fils en 6e faisait 1m55, je crois. 1m33 en 6e en ayant redoublé mon CM2. J'ai redoublé ma 3e, j'ai redoublé ma seconde. Et c'est la 2e année de seconde que j'ai pris 17 cm en 1 an. J'en avais marre d'être petit. Parce que justement, quand t'as 13 ans, tu as cette maladie qu'on ne diagnose pas mais qu'on s'en doute et tu te mets quand même au karaté. Voilà, de 8 à 13 ans, si tu veux, je fais le sport à la cité, terrain de foot dès la sortie de l'école jusqu'à ce qu'il fasse nuit, je cours. On n'a pas fait d'entraînement, les chasses à l'homme, escalader les murs, monter, se cacher dans les poubelles, grimper aux arbres, c'est de l'entraînement, purée, c'est de l'entraînement. Et donc je me renforçais en jouant. Et puis en étant... donc déjà, il y avait ça. Et puis après, donc de 8 à 13 ans, pas de sport en club. Centre aéré, colonie, on fait toujours des activités sportives. Basket, foot, tennis, tu fais plein de trucs, mais tu touches. Et arrivé à 13 ans, un petit garçon, quoi, les hormones, l'envie d'en découdre, le côté un petit peu dur, l'absence du père. Maman décide, le médecin dit il faut qu'il fasse du sport. Quoi. À l'école, je commence à répondre un peu. J'ai des mauvaises notes. On dit faut qu'il fasse du sport. C'est le grand classique. Et moi, je voulais faire de la musique. Je voulais faire de la batterie. Et pour moi, c'était du sport, c'était physique. Hein. C'est pas, souvenez-vous, la marionnette dans le Moped Show, là, le fou, là. Et donc, je vais au conservatoire. Et au conservatoire, très rigide, à Villejuif, un peu tous les conservatoires, la danse classique, très froid. On t'accueille, bonjour, il faudra faire 2 ans de solfège, voici les papiers. Ça m'a découragé, quoi. Et donc, je rentre la tête baisse comme ça, je retourne à la cité. On marchait à pied à l'époque, hein. Donc 20 minutes de marche. Et là, je croise un pote, Philippe Diengue, un super ami de la famille Diengue au Humet, là, qui rentrait du karaté.
Et je le vois, le torse bombé, j'ai appris ma washikiri, mon frère il fait du karaté. Je dis, c'est génial, je vois mon pote sourire. Putain, il y a un truc qui déclenche le sourire chez les autres, quoi. Et je veux ça. Et ma mère était fan de Bruce Lee, donc je vais la voir, on va faire du karaté, elle s'inquiète. Tu sais, ma mère, quand je jouais au foot, elle avait peur. Hein. On en parle au médecin, le médecin il dit, mais non Aurélien, je ne peux pas te donner ce certificat. Et alors, il y a 2 mythes, parce qu'il y a soit j'ai convaincu le médecin de me faire ce certificat, ou sinon j'ai un autre mythe, tu sais, des fois on fantasme un peu, je suis un rêveur, et c'est pas un mytho, hein, mais tu sais, la ceinture que j'ai autour du ventre à 21 ans, je l'ai rêvée à 13 ans, j'en ai parlé dans mes rêves, j'en parlais à mon Big Jim, j'en parlais à mes bonhommes, et ça s'est passé. Donc certains disaient que j'étais un mytho, moi je disais que j'étais un rêveur. T'étais déjà dans la visualisation. Voilà, complètement. Il y a un magazine Karaté Bushido, j'ai vu un mec avec une ceinture autour du ventre, j'ai piqué ce magazine chez un cousin, je l'ai gardé, il m'a suivi toute ma vie de basketteur, de pongiste, de cavalier, parce que je suis beaucoup monté à cheval avant de prendre 17 cm, et 13 ans après, j'avais cette ceinture autour du ventre. Donc... on s'éparpille un petit peu. Donc vraiment, la pratique sportive, elle a commencé à 13 ans, donc je décide de piquer ce certificat médical chez le médecin. Le médecin me dit non. Ma mère me dit non. Et là, pendant qu'il ausculte ma mère, il y a le carnet tu sais, d'ordonnance. Ordonnance. Hein. C'est pas une proposance. Hein. C'est pas une suggestance. On t'ordonne. Hein. Et donc, je pique ça, je mets un coup de tampon et après, je le fais remplir par ma sœur. Et je me rappelle, j'arrive au karaté déjà sur un vol. J'ai transgressé la règle. J'ai désobéi à ma mère. J'ai désobéi à la médecine. J'ai désobéi, j'ai un souffle au cœur encore aujourd'hui qui m'interdirait tout footing. Hein. C'est un médecin de campagne, quand il met un stéthoscope là, il a peur. Hein. Et j'ai fait cette carrière de sportif de haut niveau. Les médecins, souvent, je vous aime, hein, merci pour tout ce que vous faites. Et ce que j'ai dit à un médecin une fois, il m'a dit, monsieur Duhart, je connais bien la médecine. Je lui dis, oui, monsieur. Et vous connaissez bien la médecine. Et moi, je connais bien mon corps. Et mon corps, il dit des choses que vos livres de médecine disent que c'est pas possible. Donc là, je commence le karaté et je me rappelle, j'arrive, après la rentrée, c'était plein chez Omi Naoki à Villejuif. Il est encore là, il enseigne encore. Il ne voulait pas me prendre. Tu sais, les cours débutants, c'est plein à craquer. J'ai fait un scandale, je me rappelle, je crois que c'est une des premières fois de ma vie que j'ai répondu à quelqu'un. D'habitude, Duhart au coin, Duhart, et je baissais la tête et j'obéissais. Là, j'ai dit non, je vais faire du karaté. Prenez-moi, monsieur. Ma mère avait honte et j'ai tapé un esclandre et il m'a pris. Et tout a commencé comme ça. Incroyable. Et donc, en parallèle de ça, tu fais aussi beaucoup de ping-pong. Voilà, tennis de table, 13 à 17 ans, très asiatique. Hein. Karaté, tennis de table. Très asiatique. Et justement, à 17 ans, tu me l'as dit, tu prends 17 cm. Et là, tu découvres une nouvelle passion sportive, le basket, c'est ça ? Ouais, le basket, je l'ai découvert à partir de 17 ans, quand je suis arrivé au lycée. J'ai redoublé plusieurs fois, donc je suis arrivé en retard. Et il y avait des terrains de basket. Et moi, être assis en classe, ça me saoulait. J'ai remarqué que depuis la fin de collège, on ne jouait plus. 5e, 6e, on se court encore un peu après. 5e, on se pose. 4e, ça fume des clopes et ça cherche à savoir qui a raison. Et 3e, on fout plus rien, quoi. On se sédentarise. Et j'ai remarqué qu'au lycée, jouer à chat dans la cour, courir après les meufs, moi j'aimais bien faire ça. Ça faisait gamin. Alors par contre, qu'aller jouer au basket à la récré, tout ça, ça faisait sportif. Donc j'ai déguisé cette envie insatiable de bouger, de gesticuler à chaque récréation de 10 heures, à chaque pause déjeuner, après les cours, aux heures de perme, terrain de basket. J'ai arraché les arceaux, j'ai usé le terrain. J'avais pas de limite. Il y avait un truc rouge. Je dis, mais il faut l'attraper, ça. Je l'ai attrapé. Et après, j'apprenais, mais Aurélien, mais en dessous d'1m90, en 87, 88, il y a 10 personnes qui dunkent en France. Je dis, j'en ferai partie. Et j'ai commencé à dunker, à travailler beaucoup au playground, à partir d'ici, place du Humet à Villejuif, jusqu'au centre-ville. Pas de ticket de bus, donc mon ballon à la main. Et je driblais 20 minutes, 30 minutes de marche. Je driblais les passants, je faisais des shoots, je faisais tourner sur mon doigt. J'arrivais à l'entraînement, j'étais déjà chaud. Et j'avais joué déjà 4 heures au lycée, quoi. Et est-ce que tu penses justement que ta pratique du basketball, que la pratique justement du karaté et du ping-pong t'a aidé pour le basketball? Complètement, bien sûr. Tout ce que l'on fait aujourd'hui, tu le sais bien, ces mots que tu dis, c'est les lectures que tu as fait dans ton passé de rugbyman, la manière dont tu te tiens, dont tu te comportes, tout nous impacte. Tout ce que tu as fait plusieurs centaines d'heures t'impacte consciemment ou inconsciemment. Ma posture a changé et je me rappelle que dans mes entraînements, comment j'ai découvert le kickboxing, je fais du tennis de table, du karaté jusqu'à ceinture marron, mais je suis nul, hein. Le truc fédéral, je fais qu'une seule compète, je suis éliminé au premier tour, je connais même pas les règles. Voilà, je fais mes katas, je fais mes trucs dans mon club 2 fois par semaine et ça va, hein. Je suis souple, je fais mes grands écarts, mais je me bagarre pas. Et le tennis de table, pareil, je perds toutes les compètes parce que moi je lève les balles, j'adore défendre. Donc au bout d'un moment, je lève la balle pour que le mec attaque et je fais 4-5 remises, après je perds le point, mais je m'en fous, je voulais faire du spectacle. Et donc bien sûr, dans mes entraînements, quand j'arrive en 88-89, ouais, on a triché sur une année de licence, il faut reconnaître ses erreurs. Je jouais à Vitry, j'étais un petit peu frêle.
en espoir, et au lieu de me faire passer en senior, ils rajeunissent ma date de naissance, ils mettent 71. Donc je joue une année de plus en espoir. Et l'année d'après, je vais à Bourg-la-Reine, qui jouait en l'équivalent national 4, ça n'existe plus. Mais c'est, pour quelqu'un qui avait commencé à 17 ans, c'était déjà une belle performance. Juste à côté, il y avait Sceaux, qui était en Pro B, eux, tu vois. Donc rien que là, je vais là, j'intègre l'équipe, je fais 4 entraînements par semaine, je kiffe. Et là, la Fédé nous rattrape et le club reçoit une lettre. Monsieur Duhart, il a triché l'année dernière. Donc le club de Vitry est sanctionné une année. Et Monsieur Duhart, cette année, il ne peut pas faire de compète. Et donc là t'as la rage. Là. Le mot juste. Tu vois, j'en ai des frissons là. Tu l'as senti, hein, tu es quelqu'un de sensible. Hein. La rage. Pas la déception, pas la colère, pas la bouderie. Pas j'ai des Nike au lieu d'avoir des Adidas. Pas ça, quoi, tu vois. Non, la rage, quoi. On me prive, on m'empêche encore. En classe, je peux pas bouger. À la maison, je peux pas être moi. J'ai une mère adorable, aimante, et en même temps, elle a peur de l'homme. Tu vois, je sens que je suis brimé de partout. Et là, on m'empêche encore. Et là, j'ai envie de faire mal. T'as besoin d'évacuer. Le dunk ne suffit plus. Au basket, il y a qu'un geste violent, c'est le dunk. Et t'en places pas tout le temps. Donc, je passe des heures à arracher les arceaux, à faire des pompes. Et je me bagarre même avec un copain. On m'a raconté il y a pas longtemps. Je mets une patate à un pote d'enfance. J'ai mis un coup de poing à un pote d'enfance, quoi. Tellement j'en pouvais plus. J'étais dans le plâtre, il m'a saoulé. Et là, je me dis, il faut que je me défoule. Et 91, on est très au mode. Vous, c'est peut-être The Rock ou je sais pas, d'autres acteurs aujourd'hui. Moi, c'était Jean-Claude Van Damme. Il arrive, les films partout, kickboxer, les muscles, les grands. Putain, j'ai fait du karaté, ça me parle. Il y a un endroit où on peut taper quelqu'un, on peut se renforcer, on peut exprimer sa violence. Et on va pas en heure de perme, on va pas en heure de colle, on va pas en garde à vue. Ça existe. Oui, ça s'appelle la salle d'arts martiaux. Et je fais ce cours d'essai. De kickboxing, du coup. De kickboxing avec Patrick Réa, dans ce gymnase à Villejuif où j'avais fait du karaté à 13 ans. Je me retrouve dans le même gymnase, tu vois, dans le même dojo. Wow, les souvenirs qui reviennent. Et les coups de pied sont tous les mêmes. J'ai pas de garde, mais bon, c'est de l'initiation. Et le prof me voit, il me dit, viens à la rentrée, ce serait cool, tu t'inscrives. Donc moi, je continue le basket. Je dis, ok, je fais pas de compète. Je m'entraîne avec mon équipe. Je suis là pour les soutenir. Et je commence le kick. Et au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, en décembre, ils m'inscrivent au championnat de France. Combat classé, sans protection, plein pot sur le ring. Et je fais la première année. Et directement, tu arrives à te mettre dans les bons, dans les meilleurs du Ouais, tout de suite, je vois. Tu sais, la motivation, Mohamed Ali disait une chose importante. Les champions ne naissent pas dans les gymnases. Ils naissent de l'intérieur, d'un désir, d'un rêve et d'une vision. Et moi, j'avais ce désir d'arrêter d'être une victime. J'avais ce désir de protéger ma mère, de protéger les autres fragiles et de casser la gueule aux méchants un peu, il faut le reconnaître. Hein. Bien sûr. J'avais ce désir d'un rêve, j'avais ce rêve de cette ceinture autour du ventre, j'avais ce rêve de reconnaissance, j'avais ce rêve qu'on me considère, qu'on m'estime. Et s'il fallait que ça se gagne par la sueur, et s'il fallait mettre des mecs KO pour ça, certains c'était gagner des millions, d'autres c'était niquer des meufs, d'autres c'était être beau gosse. Moi, c'était la force du guerrier, tu vois. Et le désir, le rêve et la vision. Je savais clairement que je voulais parler aux gens, les aider à se transformer. Parce que quand même, dès 1995, donc tu me dis que tu commences le kickboxing en 91. Dès 1995, tu es en finale de la Coupe du Monde de Muay Thai. Alors en 95, c'était en kickboxing. En kickboxing. En Muay Thai, c'est en 96. Donc écoute, un combat, demi-finale, quart de finale championnat de France, je gagne KO. Un combat très dur à Villejuif, mon premier combat, le public plein, 1000 personnes, toute la ville était là, on aurait dit une finale de championnat du monde. À mon premier combat, il y avait toute la ville. T'étais déjà une star. J'ai jamais vu ça, j'étais déjà une star. Tout le monde me connaissait plus ou moins, on connaissait le petit Aurel fragile qui avait pris 17 cm, j'arrachais les arceaux partout, je commençais à avoir une grande gueule, on me connaissait un peu, tu vois. Et là, waouh, et tout le monde, je crois aussi, se demandait, mais attends, le petit Duhart qui se cassait les jambes là, tous les animateurs tentre-aérés, les profs de sport, attends, le petit Aurel qui était dans le plat tout le temps, il fait du kick, mais n'importe quoi. C'est toi qui cassais les jambes maintenant. Et c'est moi qui... Donc je fais un combat super dur, je gagne, et je savais même pas que c'était le championnat de France. Donc ça te qualifie pour la demi-finale. Et moi, je continue le basket. Je vais 2 fois par semaine au kick, 4 fois par semaine au basket. Et je dis à la fin de l'année, voilà, j'intègre mon club et j'aurais fini le kickboxing et puis je reprends la boxe. Je reprends le basket. Je reprends la boxe, vous avez vu le lapsus une partie. Et donc, quart de finale, je gagne KO. Demi-finale KO. Finale KO. Donc en classe C, j'ai 3 combats classe C, je peux passer en classe B. Je fais un combat de gala, je gagne par KO. Mais mes 37 premiers combats, tout le monde tombe. Et je m'en foutais, j'arrivais avec mon poste et la tête des Chicago Bulls sur mon short de kickboxing, j'écoutais du rap, je m'en foutais. Oui, complètement amateur, pas prise de tête. Et attention, entraînement déjà, l'alimentation, les pompes, les étirements, le footing 3 fois par semaine, la corde à sauter, boire des jaunes d'œufs comme Rocky, mettre des bandes, je sais pas pourquoi, je copie. Et à l'époque, on n'avait pas Internet, les moins de cassettes vidéo. Et puis en 93, Thaïlande.
Vacances de février, je suis à la fac, tout le monde part au ski, machin. Moi, je pars 15 jours m'enfermer dans un camp à manger du riz et à me faire défoncer par des Thaïlandais de 15 piges, quoi. C'est sûrement pas les mêmes camps qu'on voit maintenant en Thaïlande, touristes, ça devait être beaucoup plus rustique. Bah, tu balayais les poules pour t'entraîner, t'accrochais les sacs toi-même. Le camp, c'était une cour avec des mobylettes que tu virais à Chonburi, dans la banlieue. Donc il y a des clubs très huppés, allez-y, c'est très chouette. Et c'est bien d'aller dans le roots un petit peu aussi. Personne parle anglais, il n'y a pas d'étrangers. Il y en a encore quelques-uns. J'étais introduit avec une lettre de Put Pat Noy, un grand maître thaïlandais qui avait entraîné Jean-Marie Merchet, mon entraîneur de Vitry, et qui m'avait fait une lettre écrite. Sinon, j'intégrais pas le camp, quoi. Et je me rappelle, j'avais 150 € pour 15 jours. Et ça pour suffisait me à nourrir, l'époque. pour me loger. Ça suffisait, j'ai dormi par terre, j'ai mangé ce qu'ils m'ont donné à manger et pas de superflu, quoi. Et ça t'a endurci. Ça m'a endurci, ça m'a éloigné de ma famille, ça m'a appris plein de choses et je suis rentré championnat d'Europe, j'ai fracassé tout le monde. Donc j'ai gagné tous mes combats qui m'amenaient classe C, ensuite classe B, ensuite classe A, ensuite pro, ensuite l'équipe de France. J'étais invaincu jusqu'en 1995. J'ai fait 2 matchs nuls. Et ma première défaite, c'est 12 rounds de 2. 5 ans après avoir commencé, je me retrouve face à Dominique Ziegler, qui avait commencé la boxe en 78 ou bien avant, quoi, un pionnier. Et c'était déjà un miracle de me retrouver face à lui. Ah oui, justement, quand tu arrives en 1995, du coup, en finale, Ouais. dans quel état, parce que justement tu dis que toi tu es détendu, mais dans quel état d'esprit tu es avant la finale? Est-ce que pour toi c'est un combat comme les autres ou tu as quand même ce stress, tu as quand même cette pression? Je crois que quand je m'écoute moi, c'est un combat comme les autres. Ça va m'ouvrir des portes. C'est une opportunité, quoi. Tu vois, faut y aller. À l'intérieur de moi, c'est un combat comme les autres. Après, comme tout le monde, championnat d'Europe, la presse qui arrive, les gens du club, tu nous représentes, si, boxer pour ma mère, boxer pour gagner de l'argent, pour l'envoyer au Cap-Vert, boxer pour les autres. Tu commences à accepter ces pressions, à te dire faut pas que je perde, faut que je fasse ci. Et ouais, donc c'est les pollutions extérieures souvent quand t'es un passionné qui te font douter. Te fait pas mal, mais c'est dangereux, mais ça paye pas. Inconsciemment, tous les gens que j'aime et qui savent pas fermer leur gueule, quoi, et qui te rappellent que ouais, mais les footballeurs, tu sais, ces comparaisons, et ça dénigre un peu, ça te met dans le bulbe, ça te met dans le mental, et c'est pas avec la tête que tu boxes. Et c'est pas du coup, ouais, c'est pas toi en fait qui te mettais la pression, c'est les autres qui te la mettaient. Ouais, moi je me la mettais, mais j'arrivais à la gérer. Ouais, tu vas perdre, fais attention, faut que tu sois fort, tu peux avoir mal, mais t'as pas le temps de penser à tout ça. Et les interviews, l'entraînement. Moi j'étais déjà avec la mère de mes enfants, on est resté 23 ans ensemble. J'étais avec elle depuis 91, donc il y a ça, mes vacances, j'avais une vie réglée, quoi. Je travaillais la nuit, j'avais l'établissement de nuit, j'avais un bar, je faisais la sécu. Le mercredi, je suis au centre aéré, les vacances scolaires, je travaillais à la ville. Moi c'était un passage, quoi. Boxeur, c'était 3 heures par jour, c'était là ce combat. Après, on va en boîte, on se bourre la gueule, on danse, on fait la fête, et demain, je retourne donner mes cours, quoi. Ah bah clairement. Donc, il n'y avait pas tant de pression que ça, et tu sens vraiment que c'est les pressions extérieures que tu acceptes de porter à un moment. Parce que justement, en 1995, donc tu perds cette finale. Bon, déjà, tu es en finale de la Coupe du Monde, quand même, c'est pas rien de kickboxing. Et tu perds cette finale, et ensuite, tu enchaînes 96, 97, 98, 99, 2000. Titres mondiaux à chaque fois, en thaï, en karaté, en tout. Et moi, je me demande, c'est comment tu arrives justement à rebondir après cette défaite? C'est-à-dire de garder cette motivation et même cette autodiscipline, parce que ce que tu me disais avant, c'est que justement, t'as pas de support derrière, c'est toi qui tous les matins se réveille. Voilà. J'avais une équipe quand même à haute tension, reconnaissons-le. J'avais Jean-Marie qui était très présent, qui avait le centre déjà, qui nous entraînait. Je savais que j'avais un endroit où j'allais, mais effectivement, en termes de kiné, en termes d'agents, de sponsors, j'étais en autogestion. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis parti aussi en 2000. J'ai vu que j'en faisais tellement. Et qu'en plus je donnais une prime à mon entraîneur sur mes bourses, alors que je trouvais pas ça équilibré, on n'était pas très bien organisé sur le point de vue business. Il y a un terme que tu utilises qui est intéressant, rebondir. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur la dépollution verbale, et je vais m'inviter à le changer, parce que regardez un ballon, il rebondit, qu'est-ce qui fait qu'il rebondit? Déjà il est sous pression. Et en plus, il y a une force extérieure qui le jette, parce qu'un ballon au sol, tout seul, il ne rebondit pas. À la limite, il roule s'il y a du vent. J'ai continué. J'ai pas rebondi. Si tu sais, comme disait Rudyard Kipling dans le poème « Tu seras un homme, mon fils », If, si tu sais rencontrer triomphe et défaite et accueillir ces 2 menteurs d'un même front, sont des menteurs. Un combattant, il combat. Et moi, j'avais une partie de moi comme ça, je vais continuer. J'ai raté écoutez bien, ma première défaite, championnat du monde en 95 contre Orlando Viet, un Hollandais, en kickboxing contre Ziegler, où je perds au point, alors que je le fais compter à la 6e reprise. Je gagne limite les 6 premières reprises et il gagne les 6 dernières, quoi. Défaite.
quelques mois après, championnat du monde en boxe thaï contre Rolando Viette dans l'est de la France, dans un chapiteau. Je sais que je gagne ce combat, tout le monde sait que je gagne. C'est chez lui, ils prennent un quart d'heure de délibéré, ils le donnent vainqueur au point. Défaite, mes 2 premières défaites en championnat du monde. Je la voulais, cette ceinture, j'ai continué. J'avais un désir ardent, j'avais une passion, j'avais une obstination comme un môme qui veut cette glace ou ce stylo vert, ou comme une femme qui veut 7 paires de chaussures, ou ce mec qui veut... Regardez, si aujourd'hui je vous dis, ouais, je veux un orphelinat, je veux une belle voiture, on va me dire, ouais, il est passionné, il a de l'ambition. Si c'est un gamin qui vous dit, je veux une voiture rouge, on va dire qu'il est capricieux. J'avais déjà des choses claires, quoi. Et ce qui a fait que j'ai continué, excuse-moi, et merci pour ton écoute, parce que comme tes questions sont très riches, j'avais un entourage, j'avais un but, me sortir de ma condition, faire rêver ma femme, faire ouvrir les yeux aux gens, créer une différence positive chez les autres, à mon niveau. Et ma mère m'a dit une fois, quand je lui gueulais dessus à l'adolescence, qu'il n'y avait pas de papa pour te la faire fermer, je lui ai parlé beaucoup de fois respectueusement, mais souvent on gueule sur nos mamans, et elle m'a dit monsieur le champion du monde, là, déjà c'est samedi, alors avant d'aller à l'entraînement, tu passes la serpillière dans toute la maison, comme d'habitude, et ta grande bouche, là, hein, tu t'en sers pour aller changer le monde dehors, et pas pour crier sur ta mère à la maison. Donc il y avait aussi ça, tu vois, je sentais que j'avais comme une mission, et j'avais un talent, une particularité à fédérer, à faire qu'on m'écoute, à pousser les gens au mouvement, et ouais, je donnais des cours. Depuis le basket, depuis le tennis de table, je donnais des cours. J'en parle pas souvent, je le rappelle à chaque fois. Dans ma carrière de compétiteur, ma plus grande fierté, c'est que je donnais plus de cours que d'entraînement pour moi-même. Donc que la boxe ne payait pas. À Villejuif, ils avaient un champion du monde d'année en année qui continuait à leur donner des cours. Ouais, à Vitry, à tous mes clubs, à Clé-Souilly, pendant 18 ans, j'ai donné des cours. À Châtillon, j'y suis depuis 2000, et tous ces clubs où je suis passé, le Racing, et tous ces clubs où je vais faire des stages, tous les week-ends, tous les soirs, les midis, l'entraînement maintenant personnel depuis 2008, je ne fais que partager ce que la vie m'a donné, ce que j'ai appris, et permettre aux autres d'être meilleurs. Et cet élan de planter ces milliers de graines, ben, ça fait que revenir, quoi. Et justement, parce que toi, tu dis que ton but, c'est d'avoir cette ceinture. Ouais. Bien sûr, de rendre fiers les autres et des choses comme ça. Tu l'as, cette ceinture, mais tu en as encore 6 après. Ouais. Comment, d'année en année, tu dis, est-ce que tu dis, je veux une nouvelle ceinture, ou alors au contraire, c'est, je suis fait pour ça, je vais tout faire pour réussir. Ouais, c'est vraiment ça. C'est le secteur dans lequel je réussis le plus. La nuit, j'étais portier, après j'étais chef de porte, après j'étais associé, j'ai jamais été patron. La boxe, même encore aujourd'hui, j'ai pas ma salle, je travaille pour les autres. Dans mon couple, je brille, ça va, on fait semblant, on s'aime, mais c'est un amour passionnel. Je sens qu'on brille pas, j'ai pas le couple que je rêverais. Les relations amicales non plus, rapport à l'argent, il y a plein de choses dans lesquelles c'est bof. Il y a un truc où je vais, bam, tout brille. Tout le monde me regarde, je réussis, je suis bon. Et on a tous un secteur comme ça. C'est peut-être les jeux vidéo, c'est peut-être faire de l'oseille, c'est peut-être draguer des meufs, c'est peut-être cuisiner, c'est peut-être faire ta belle, c'est peut-être être dur, c'est peut-être être malade. On a tous un secteur dans lequel on brille. Et l'inconscient se dit, bah, je vais rester dans celui-là parce que dans celui-là, j'existe du côté des gentils. Donc ouais, j'avais l'impression que je savais faire que ça. Ça marchait. Puis j'aimais ça. J'aimais ça. On me dit, Aurélien, pourquoi vous avez fait de la boxe? C'est une revanche par la société. Non, j'aime ça. Tu vois, là, j'aime parler. Si à un moment, tu coupes pas le son ou s'il y a pas... Tant qu'il y a des piles, je vais parler. Tu vois, j'aimais ça, j'étais habité, j'étais animé, j'étais poussé à aller à l'entraînement, à faire le fractionné, faire la corde, faire les régimes. Ce n'était pas des contraintes. Il y avait une partie de moi qui désirait ça plus que tout. Ouais, il y avait un objectif supérieur. Et justement, du coup, dans la fin des années 90, début des années 2000, c'est vraiment là où ta carrière, on va dire, est au top. Ouais. Et c'est justement aussi dans les années 2000 que tu deviens père. Et j'ai vu dans une interview que tu disais que c'était plus simple d'être champion du monde que d'être père. Alors ça, il faut que tu m'expliques. Demande à tes parents. Ils vont t'expliquer mieux que moi. Merci, bien sûr. C'est les épreuves de la vie, elles viennent. Les plus dures épreuves sont le lien avec notre père, avec notre mère. Les non-regards, le manque d'amour, le manque d'attention. C'était maladroit, tout ça. C'est ça qui nous a abîmés. Et derrière, on a développé ces personnalités. C'est tout ce qui est rapport avec les émotions, les sentiments. Et quand c'est la chair de ta chair, déjà, il n'y a pas d'école pour être parent. Tu es déstabilisé, tu fais comme tu peux, tu te rends compte que tu transfères tes propres peurs. Il y a tout à réapprendre. Il y a tout à réapprendre pour taire tes certitudes, taire ton ego. Il y a un début où on est dur, on a peur. Il n'y a pas d'école, on apprend sur le tas, il n'y a pas de cours pour débutants. Et ouais, c'était une très grosse épreuve. La relation amoureuse, la relation aux parents et après la relation à tes enfants. Donc ouais, ça, c'est tellement fort
en émotion. Puis moi, j'avais été cet enfant abandonné, j'avais été placé. Ma mère avait déjà laissé 2 enfants au Cap-Vert, un grand frère et une grande sœur. Elle m'a fait à Dakar, en France, elle nous a laissé 2 ans. Moi, je vais faire mieux, il faut que je sois présent, il faut que je sois là, il faut que je sois parfait, il faut que je sois le père drôle, le père nourricier, il faut que je sois tout, il faut que je lui apporte l'amour que ma mère m'a pas apporté, il faut que je l'empêche de souffrir, c'était une fille, de tous les salauds d'hommes. Mais si les hommes c'est un ambroglio de ouf quand tu prends ça à cœur, quoi. Je suis tout pour cette personne, il faut arrêter de se mentir. Avant l'âge de 5-6 ans, on est tout. Nos vibrations, notre manière de penser, notre manière de regarder le monde, l'enfant copiera. Les enfants, ils font pas ce qu'on leur dit, ils font ce qu'ils voient. Donc je voulais faire ce rôle tellement à cœur que je me suis impliqué. Et j'ai beaucoup fait d'erreurs aussi. J'étais trop présent, trop contrôlant, trop castrateur, trop directif, trop nourricier. On apprend, hein. Pardon ma chérie, et ça t'a appris aussi, ça apprend aux enfants que l'imperfection des parents. C'est ça, c'était aussi ta ceinture de champion du monde. Elle était aussi à la maison en fait avec tes enfants et dans ton travail de tous les jours, quoi. Ouais, c'est ça, de voir un petit être qui est là, qui te sourit quand il te voit, que tu fais une différence positive dans sa vie, qui compte sur toi. Tu as une responsabilité, tu vois, il y a des choses que tu fais différemment. Tu cours moins après les jupons, tu fais moins le beau, tu rentres à la maison. J'ai pris un boulot de fonctionnaire. Jusqu'en 2000, je travaillais au Black, je travaillais en mission, je m'en foutais. Quand j'ai eu ma fille, j'étais à la mairie, demander un emploi à la ville, quoi. Ils m'ont détaché à ma carrière et je savais que tous les mois, le frigo était plein et elle dormait au chaud et elle avait à manger. Donc c'est plus dur d'être parent, hein. Donc c'est bon à savoir et je le verrai un peu plus tard. J'ai encore le temps. Mais bien bon. sûr. Et j'ai juste oublié de poser 1 ou 2 questions sur ta carrière parce que en 98, tu es champion du monde de Shidokan Karaté. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Alors, le karaté, c'est un des arts martiaux primaires, hein, et donc c'est l'art du poing nu, percussion, pied-poing. Et il y avait aussi à la base, le samouraï doit savoir combattre à toutes les distances. Distance d'armes, souvent ils étaient armés, la hallebarde, la lance de loin, armes courtes, armes plus courtes, le sabre, après le tanto, les couteaux, et quand on est désarmé, pied-point de loin, saisie, projection, amené au sol. On sait que 8 combats sur 10 réels finissent au sol. Donc au judo, au jujitsu, il y a des atémis, il y a des frappes, et au karaté, au taekwondo et à tous ces sports, il y a des saisies, des projections, des étranglements. Et l'Occident aimant séparer, aimant dissocier, il a fait d'un côté les strikers, ceux qui frappent, karaté, taekwondo, kung-fu, et ceux qui amènent au sol, qui étranglent, qui luttent, judo, jujitsu et tous les autres. Alors que vous regardez dans plein d'arts martiaux, il y a tout. Et ils ont voulu revenir à l'essence même du karaté. Le karaté, comme le judo, a été très épuré, on l'a rendu sportif, pour que ça puisse être accessible à tout le monde, qu'on puisse, dans les années 60, 70, beaucoup de médecins pratiquaient le judo et le karaté. On ne vous en rappelait pas, mais c'était des sports très, très en vogue chez les catégories socio-professionnelles élevées. Et ils ont voulu revenir à un karaté comme le karaté Kyokushinkai, le karaté sur ring. Le karaté traditionnel fédéral, pas de low kick, pas de coups dans les jambes. Les coups au corps peuvent être portés, mais ils font un retour. Et les coups au visage doivent être retenus. Donc, il y a beaucoup de restrictions. C'est un peu comme, viens, on fait un tennis, mais il n'y a pas de lob, pas de passing shot, et j'ai pas le droit de mettre des effets au service. C'est bien, mais c'était restrictif, on l'avait dénaturé. Donc, j'ai fait ce karaté traditionnel. Après, j'ai découvert le kickboxing et j'ai découvert du karaté sur ring. Notamment le Kyokushinkai, où il y a les coups de poing plein pot au corps, les coups de pied au visage plein pot, et ça me paraissait plus crédible. Et donc, dans le Shidokan, j'ai découvert ça avec Lionel Bricnet, un ami chef de la police municipale à Villeneuve-Loubet qui était enseignant. Il passait son div de kickboxing et moi j'étais enseignant. Déjà, tu vois, encore pour les stagiaires, c'est moi qui validais leurs enchaînements pieds-points. Il me parle du Shidokan karaté, championnat du monde, un truc de fou. C'est à l'époque de l'UFC. Donc je vous explique les règles. Les 2 premiers rounds, karaté Kyokushinkai, allez voir sur internet, donc en kimono. Pas de coup de poing au visage, coup de genou, low kick, plein pot, tout au corps. Et même amené au sol, un balayage, projection. S'il n'y a pas de décision, tu retournes dans ton coin, ça se passe sur un ring. On t'enlève la veste de kimono. Tu peux mettre un short de boxe ou garder le pantalon de kimono. On te met des gants de boxe taille. Et là, 2 rounds de boxe taille. Donc il faut savoir lever la garde, mettre les poings. Là, on n'avait pas les coudes, je crois. Donc savoir travailler en boxeur et toujours avec les coups de pied. Et s'il n'y a pas de décision, tu retournes dans le coin
on t'enlève les gants de boxe thaï et on te met des gants doigts libres, les gants de MMA. Et là, on avait 2 rounds de ce qu'on appellerait plutôt du pancrace ou du combat libre. Donc, coup de pied, coup de poing, avec les tout petits gants, saisie, étranglement, projection et travail au sol, mais pas de frappe. Donc, c'était vraiment les prémices du combat total. J'avais fait la première en 96. Et je me rappelle que Royce Gracie, un des premiers gagnants de l'UFC, la famille Gracie, créateur de l'UFC, était venu nous voir. Il avait fait une déclaration, avait dit « UFC is a piece of cake compared to Shidokan Karate ». L'UFC, c'est du gâteau. Parce que dans l'UFC, tu peux faire que du sol, tu peux faire que du strike, tu peux vraiment être un spécialiste, même si aujourd'hui ils sont très polyvalents. Nous, à l'époque, les règles changeaient, il fallait savoir tout faire. Ah oui, c'était une sorte de triathlon en fait d'arts martiaux. Le triathlon des arts martiaux, ils appelaient ça. Et quart de finale, demi-finale, finale. 3 combats dans la même soirée. J'ai fait 135 combats parce que j'ai fait pas mal de soirées où j'ai fait 3 combats dans la soirée. Certains de mes potes galéraient à faire 3 combats en 3 mois. Moi, des fois, je faisais 3 combats dans la soirée. Et comment tu fais pour tenir physiquement après 3 combats où tu fais de la boxe thaï, du karaté, des choses comme ça? Mon esprit et mon cœur me porteront quand mon corps s'affaiblira. Le corps a des limites. C'était que mental. Entraînement très dur, entraînement spécifique, alimentation, puis le cœur, le désir aussi, $10 000, le voyage, l'Amérique, ESPN, c'était des trucs gros, quoi. Nous, on était des petits gars de quartier. Moi, je travaillais dans ma ville, j'étais à la porte d'une boîte de nuit, et de temps en temps, je me retrouvais à Chicago, 60 millions de téléspectateurs accueillis en limousine, la police qui est là, les télés, c'était des rêves de fou. Faut être là, quoi. Faut être là à ce moment-là. Et j'en ai raté pas mal des rendez-vous, notamment à Paris. Donc voilà ce qu'était le Shidokan. Et on le faisait parce qu'en boxe thaï, il n'y avait pas autant d'organisations qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas le Glory, l'Enfuit, il n'y avait pas tout ça. Hein. Il n'y avait pas tous ces circuits. Donc on galérait pour boxer. Donc j'ai fait un combat en foule. Savate, j'ai pas fait de combat parce qu'il n'y avait pas d'argent, mais j'en ai fait un peu en universitaire. J'ai boxé en karaté traditionnel. J'ai combattu en kick, en thaï. Et en Golden Trophy, c'était du combat libre avec des kimonos. J'ai fait 14 combats avec du sol. Et pourquoi justement, enfin par curiosité, pourquoi justement tu t'es jamais dirigé vers l'UFC, vers Bellator? Parce qu'à l'époque, j'étais moins ouvert. T'as vu, rouler par terre, c'est un truc de PD, on s'étrangle, c'est un truc de bonne femme, t'as vu. Non, moi, je me roule pas par terre, moi. Moi, personne m'amènera par terre, moi, je reste debout, toi. J'avais plus de certitude, j'étais encore dans ce clivage. Tu vois, là, tu me connais dans une ouverture. Tu m'aurais fait cette interview il y a 10 ans, et 14 kilos de plus, j'aurais été plus sourcil froncé, plus figé, plus rigide. Puis je me sentais pas capable, fallait tout réapprendre. Rappelle-toi que le champion, il aime bien briller, montrer ce qu'il fait. Il aime pas remettre la ceinture blanche, tu vois. Là, une fois par semaine, j'allais au jiu-jitsu, je me faisais tordre le cou par des gamins de 15 ans. Faut pas oublier que partout dans les salles de boxe où j'allais, même en anglaise, partout, c'était c'est du hard. Je dégageais ce respect, puis j'avais un peu cette domination, ou en tout cas cette puissance. Alors que quand j'allais au sol, n'importe quel judoka, il me jetait comme une chaussette. Et ça, pour l'ego, c'était pas bon. Ouais, et j'acceptais de le faire. Puis il n'y avait pas autant d'argent à l'époque. Donc ça me demandait déjà tout le travail, vous imaginez, de boxeur. Et en plus, 2 fois par semaine, du sol, de la lutte, acheter un kimono, et je gagne pas plus d'argent. Il y avait un investissement quand même. Moi, je commençais à avoir une famille à nourrir. La voiture, j'avais pas de sponsor. Hein. Moi, j'avais des sponsors de fringues. Et rarement, je gagnais de l'argent sur les combats. C'était le plus que j'ai gagné. La moyenne, c'était 3 000 € en France. Et à l'étranger, j'ai déjà fait 5 000, 8 000, une fois 10 000. C'était très rare. Ouais, après, en plus, tu as des frais. Il faut quand même les frais, puis la bouffe, vivre. t'as une famille. Moi, j'ai toujours eu 1 000 € de loyer minimum. Tu vois, j'avais vécu dans un 100 mètres carrés à Villejuif. Là, après, j'ai pris ce pavillon. J'aimais partir en vacances au ski l'hiver, l'été, avoir une belle vie, aller au restaurant. Donc, l'argent partait, quoi. J'ai jamais été un bon gestionnaire. Donc, c'était pas intéressant pour moi. Ça demandait beaucoup plus de travail. Puis, j'avais pas la fibre. Même là, aujourd'hui, quand je fais un peu de sol ou quand je voulais vite me retrouver debout. Ouais, c'est une préférence, ça me paraît ça. Voilà, justement, une préférence. tu le dis. J'étais un vrai striker. Ouais, c'est ça. Et tu avais quand même du coup du mal à vivre de ta passion. Tu dis que tu as eu plein de boulot, videur, animateur centre d'aéré, professeur d'arts martiaux pendant tout le temps. J'ai également vu que tu as été mannequin. Ouais. Aussi. Comment ça s'est passé Comment ça s'est passé? Eh ben, j'ai toujours été un esthète, tu vois. Quand j'étais petit, fragile et tout ça, je m'aimais bien regarder le mec dans ma classe. Et les beaux mecs comme toi, ils m'énervaient, là, les grands, avec leur belle coupe, avec leur pec, leur sourire, leurs grandes dents blanches. Ils m'énervaient, ceux-là, ils m'énervaient. Et je regardais les magazines, comme tout le monde. Puis dans les magazines, t'as pas que des femmes, tu vois. Moi, je regardais beaucoup karaté, tout ça. Et t'avais des beaux mecs. T'avais les pubs pour les protéines. T'avais des beaux mecs. Et je trouvais que ça, c'était flatteur aussi. Et en travaillant la nuit, la nuit, il y avait beaucoup d'after. J'ai travaillé années 90, c'était très à la mode. Les débuts de Guetta, ils étaient plus soirée hip-hop, mais c'était très, le monde de la nuit était très lié au monde de la mode.
Et donc, moi, j'étais portier. Tout le monde voulait être copain avec moi pour que je les laisse rentrer. Et tu avais des directeurs d'agence. Il y avait l'agence Karine, qui a une sale réputation à un moment, qui était pris dans l'affaire Epstein, je crois, ou tout ça. Mais nous, on ne le savait pas à l'époque. Karine Homme. Et il y avait le booker, Jocelyn, qui commençait à me dragouiller, à me dire « mais tu devrais faire des photos, t'es grand, t'es beau ». Il m'a fait faire un test photo. Ils m'ont pris chez Karine Model. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'ai fait une ou deux petites pubs. Et je fais un truc à 2 balles une après-midi de photo et je prends 500 francs ou 1000 francs, quoi. Alors que d'habitude, je prenais ça 8 heures devant la porte, tu vois, ou des combats. Je dis, putain, mais en étant beau, c'était agréable de te faire maquiller. J'ai défilé à côté de Laetitia Casta. Parce que tu as défilé pour Jean-Paul Gaultier aussi. J'ai défilé pour Jean-Paul Gaultier, pour Kenzo, pour Castelbajac, et sans vraiment agent, tu vois. Chaque fois, c'était des castings un peu sauvages, un peu box. Et une fois ce que j'ai fait, j'ai fait faire une photo, j'ai fait une séance photo, j'ai fait venir un photographe, des photos papier, j'ai fait tirer 50 photos papier, avec derrière Aurélien Duhart, champion de France, machin. J'étais dans les pages jaunes, il n'y avait pas Internet en 93-94. J'ai pris toutes les agences de mannequins, j'ai pris des enveloppes Kraft, j'ai fait taper une belle lettre par ma sœur, je suis Aurélien Duhart, champion de boxe, j'ai envoyé une photo en pied, une photo, et j'ai envoyé à des agences, à Sport, et j'ai fait Pub Renault, La Poste. J'ai fait des figurations, j'ai joué dans des films, c'était des trucs sporadiques, vous vous souvenez pas, vous m'avez pas vu, j'étais dans le fond. Mais quand tu prends des coups dans la gueule toute la journée, quand tu passes 8 heures dans le froid aux portes de boîte de nuit, des fois d'être chouchouté, de gagner, des fois, attends, je vais au bout du podium, là je reviens et je gagne 1000 € en étant dans des beaux vêtements. Et après, des gens viennent me faire des bisous et c'est vrai ton truc là ou tu te fous de ma gueule? Alors que généralement tu te faisais casser la gueule. Pour moins cher. C'est ça. Ouais, puis voilà, puis après la mode a amené, Duhart il fait pas que de la boxe, c'est un mec un peu qui parle bien, il a fait à la fac, en plus de ça il est dans le mannequinat, sa mère est couturière. Je me rendais compte que l'extra boxe intéressait beaucoup aussi. Ok, très bien. Et j'ai vu aussi que tu avais été formateur pour le GIGN. Ouais. C'était quoi? Qu'est-ce que tu as fait? T'as formaté les plus durs de la police nationale, de la gendarmerie? Ils m'ont arrêté et ils m'ont dit soit c'est la peine de prison, soit tu nous donnes des cours. Donc, non, comment ça s'est passé? Encore des rencontres. J'ai adulé, moi, je voulais faire l'armée, je voulais être para, je voulais, comme tout le monde, à 18 ans, prendre un fusil, un FAMAS et partir apporter la démocratie partout, arrêter les méchants. Et j'avais ce mythe un peu des paras du corps d'élite. Et la boxe a fait autrement, ce sera une trop longue histoire. Et il s'est avéré que il y a beaucoup de gens dans les corps d'élite, partout chez les gendarmes, les flics, qui pratiquent les sports de combat. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il y avait Karate Bushido, Punch Mag, il y avait 2-3 magazines. Et j'étais dedans tous les mois pendant 20 ans. Donc les gens, et en plus tout le club le lisait. Donc les gens s'intéressaient à moi, me convoquaient pour des stages. Et un jour, un mec de Satori, du club de kickboxing de Satori, me contacte, Tidiane Touré, qui est encore un ami aujourd'hui. Et je ne savais pas que le Satori, c'était la base du GIGN et que le club de boxe était tenu par les mecs du GIGN, ils ne le disent pas. Hein. Et qu'à mon propre cours à Châtillon, il y avait des mecs du GIGN. Et encore aujourd'hui, des fois, ils viennent. Et il me contacte pour un stage dans son club de boxe. Ça commence toujours comme ça. Donc, je vais dans son club de boxe. Je fais le stage, les gens adorent. J'apporte une manière joyeuse. J'apporte une manière plus douce. Comment se faire mal plus respectueusement, tu vois. Et donc, il apprécie. Et puis, après, il quitte, lui, le GIGN. Et il est référent, bien sûr. Et puis, ils ont des professeurs de sport, des intervenants extérieurs. Et au GIGN, il remarque une chose, c'est qu'ils se blessent beaucoup. Le cours de boxe, souvent, se transforme en maillotche. Ils appellent ça la maillotche, tu vois. Ils règlent leur compte, ils se tapent dessus, c'est pas technique, ils se blessent. Et d'ailleurs, je crois qu'un jour en opération, ils ont tout un protocole pour rentrer dans les pièces, tout ça, ils ont un bouclier blindé de 20 kilos, et le premier qui rentre, il sait qu'il va prendre une balle, tu vois, et il y a une manière de le tenir pour que l'autre derrière ne prenne pas l'impact. Et je crois que sur une opération, ils ont le bouclier qui est décalé de quelques degrés, et le projectile est passé à ça de l'oreille du mec derrière. Donc sur le débrief avec la caméra, ils voient, putain, pourquoi le bouclier n'était pas à sa place, quoi? Qu'est-ce que tu tiens le bouclier de travers? On risque nos vies, quoi. Et les mecs, ils débriefent et ils disent, ouais, j'avais mal à une côte. Au cours de boxe, l'après-midi, il a pris un crochet, il s'est fait une côte. Et donc, le bouclier de 20 kilos, lui, il se rend pas compte, il est un peu décalé. Donc, avec une pratique excessivement dangereuse, d'une manière un peu trop dure, il s'est blessé et ça a failli faire perdre un homme, quoi. Donc là, il s'interroge sur est-ce qu'on n'est pas un peu trop dur dans notre pratique martiale? Et Tidiane leur parle de moi, le yoga, la sophro, la souplesse. Si tu sais le faire doucement, tu sauras le faire vite. Les énergies internes. Et ils décident, OK, on va faire du kick et de la taille. Et pendant 2 ans, je suis allé leur apprendre à se préserver, à frapper dans les sacs, dans les paos, et à 2, de faire de la technique, arrêter de faire du sparring dur tout le temps. Et il y a eu beaucoup de bienfaits, puisque à la fin, les médecins voulaient venir, les secrétaires, les directeurs, le cours était plein.
Et c'était une superbe expérience d'avoir ces personnages équilibrés qui sont loin d'être des oraux, qui sont des individualités fortes et des gens qui mettent leur vie au service des autres et qui acceptent de mourir pour 1500 balles par mois parce qu'ils sont payés au grade. Hein. Par contre, après, ils font des super carrières pour beaucoup d'entre eux. Et c'était gratifiant pour moi, le petit gamin de quartier qui aurait pu être arrêté par ces mecs-là. J'ai eu des perquisitions chez moi, j'ai eu des contrôles. J'ai rien fait de grave, hein, mais j'ai été confronté aussi à ça. Et là, je vois qu'aujourd'hui, j'enseigne à la prison de la Santé. Les formateurs, la prison fait appel à un petit gars de quartier pour dire... Qu'est-ce que tu as fait toi pour pas y aller? Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on dise à ces gamins-là? Parce qu'apparemment, toi, tu sais. Et là, pareil, de voir des spécialistes qui venaient casser les portes chez moi et arrêter des gens de mon quartier, demander à un gars du peuple, ouais, viens nous apprendre des choses. Je trouve que cet enseignement horizontal, il est magnifique, quoi. Ouais, c'est super, t'es dans la transmission en fait, de tous les côtés, à travers dans les prisons, au sein de la gendarmerie, enfin dans l'armée, un petit peu de... Les SDF, et j'ai fait les transsexuels, les personnes en situation de prostitution, les réfugiés, les dépressifs, les suicidaires, c'est les pattes cassées qui m'intéressent. Tous un jour, on a voulu mettre fin à notre vie. Tous un jour, on a failli mettre fin à la vie de quelqu'un. Tous un jour, on a eu des pulsions. Ah, je vais le buter, je vais la tuer, ah, j'ai envie de mourir. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse, les tréfonds de l'être humain, les ténèbres. Notre lumière, on la connaît, on la montre, ou des fois, avec cette fausse modestie, on la rabaisse, mais nos parts d'ombre, on ne les montre pas. Et moi, je vous dirais d'autres choses. Lisez mon livre, vous comprendrez cette occulter mes parts d'ombre, les attribuer à un autre, les nier, ça a failli faire de moi un assassin. Il n'y a pas si longtemps que ça. Vous auriez pu entendre parler de moi dans Le Parisien, et pas comme il y a une semaine... j'aurais pu être du côté des détenus à la santé. Ouais, parce que pour petit rappel, la semaine dernière, tu es allé en prison et tu as fait un cours formation à différents détenus, Ouais. ce qui est vraiment top. Moi, quand je t'écoute là aujourd'hui, j'ai l'impression quand même d'avoir un Aurélien apaisé. Très apaisé, et enfin j'ai regardé pas mal de vidéos de toi avant et même tu le disais, c'est pas forcément le même qu'avant, et tant mieux. Et moi j'avais une question, est-ce que aussi c'est lié à ton changement d'alimentation, parce que c'est quelque chose qui t'a beaucoup marqué et qui te fait vivre tous les jours? Bah, tu vois, là encore, il y a un frisson qui me traverse le corps, parce que je me dis comment j'ai pu ne pas en parler, mais je suis tellement dans les émotions. Bah oui, l'alimentation, c'est notre carburant. Tu deviens ce que tu manges. Donc merci de le suggérer maintenant. Je ne sais pas de quelle manière on va aborder ça. Il y a tellement de points. Donc là, c'est vrai que ça peut être un peu particulier. Tu vas te demander qu'est-ce que ça vient foutre dans le podcast. Ta vie, c'est 3 choses. Et merci David de l'avoir mis en lumière. Ta vie, c'est 3 choses. C'est comment tu penses, comment tu agis et comment tu manges. Si tu agis sur ces 3 leviers, c'est la loi de Pareto. C'est les 20% de tes clients qui t'apportent 80% de ton chiffre. C'est les 20% d'actions que tu fais qui t'apportent 80% de résultats dans ta vie de tous les jours. Donc étant quelqu'un d'efficace, bien avant le ring, les déménagements, l'absence du père, de la mère, il fallait que je sois efficace pour ne pas me faire casser la gueule, pour être aimé. Donc j'aime ce qui marche. Et donc j'ai vu que bouger son corps, faire des pompes, des étirements, ça change le corps. J'ai vu que sourire, regarder des choses positives, donner de l'amour, ça change, mais on est amené quand même au négatif. Et qu'est-ce qui nous pilote? Qu'est-ce qui nous dirige? Ce qu'on met dans notre ventre, notre premier intestin, notre premier cerveau, c'est l'intestin. Autant de neurones que dans le cerveau d'un chat. Quand tu as peur, c'est dans le ventre. Quand tu es amoureux, c'est dans le ventre. C'est la tête, ça vient après. On apprend les leçons par cœur, pas par tête. Et je me suis intéressé à ça. Et je me suis dit, bon, j'ai commencé la boxe à 21 ans, à 72 kilos. On est en 2011, je suis en fin de carrière, je suis à 86 kilos. Je vois plus mes abdos, je suis balèze, on dirait un gros patriarche, on dirait un pilier de rugby, alors que j'étais plutôt peut-être un ailier, je sais pas, un roseau, quoi, tu vois. Il y a un truc qui va pas, quoi. Les sédentaires, ils prennent 1 kilo de graisse tous les ans, nous, on prend 1 kilo de muscle. Mais c'est pas nous. Pourquoi j'ai voulu froncer mes sourcils, avoir les gros trapèzes, soulever 100 kilos au coucher, c'est pas moi, quoi. Donc là, je sens qu'il faut que je change quelque chose dans mon alimentation. Et je veux quelque chose d'efficace. Et là, je fais pas trop de recherche. Hein. Moi, c'est les rencontres, souvent. Je demande à la vie, apporte-moi une information, et c'est plutôt un être humain qui me l'apporte. Et je croise un ami, Pascal Lafleur, qui est en équipe de France avec moi. Un problème de poids, tu as la catégorie en dessous de la mienne, un peu grassouillé, tu vas y galérer pour maigrir. Toujours des grosses cuisses, toujours un peu à 10 peu. Et je le recroise là en Porsche, coach personnel, machin, sec comme un coup de trick, vif, joyeux. La manière dont il était de temps en temps en équipe de France, il l'était tout le temps, le clown. Je dis, qu'est-ce que t'as fait toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, viens passer un peu de temps avec moi. Et c'est lui qui m'a initié aux formations bien-être,
travail sur soi, et notamment l'alimentation. Il m'a dit Aurélien, c'est la viande, on nous empoisonne avec. C'est pas fait pour le corps. Il m'a dit ça avec toute sa douceur. On a eu une discussion de 6 heures. Parce que l'alimentation, c'est le mythe, c'est la tradition, c'est la famille, c'est le barbecue du dimanche, c'est la dinde de Noël. Il y a tellement de charges affectives, émotionnelles qu'on oublie qu'on nous empoisonne avec ça. Et donc je me questionne pas trop longtemps. Et il me dit, écoute, essaye une semaine, t'en manges pas. Donc tu ne manges pas de viande ou tu ne manges aucune protéine animale? J'ai commencé par la viande, classique. D'accord. Déjà en 95, en 93, 94, 1993, j'intègre l'équipe de France. J'étais à 76 kilos, je galérais avec les produits laitiers, tout ça, toute la protéine animale qu'on stocke. Et qui a un kilo, le médecin de l'équipe de France me dit, ouais, la viande rouge, tu arrêtes, les Big Mac, les hamburgers, tout ça, c'est une fois tous les 15 jours. En 95, on me dit ça déjà. Un médecin, je dis, mais pourquoi la télé, j'ai des pubs Charal? Pourquoi j'ai pubs double Whopper, triple Whopper? Pourquoi j'ai ça partout? Pourquoi ma mère, qui elle, ses tendons, elle frotte l'hôtel, là, elle frotte toutes les chambres de l'hôtel PLM à Orly, et pourquoi vous lui dites pas à elle que c'est pas bon pour ses tendons? Comment ça se fait qu'il y a un double discours? Comment ça se fait que vous en vendez, vous en mangez pas, tu vois? Donc déjà, je commence à me questionner. J'arrête le coca une semaine, je perds 1 kilo, tu vois. Et donc là, j'arrête vraiment la viande. Et je continue un peu le poisson, et en une semaine, je perds 7 kilos. Ne me crois pas, ne me croyez pas, faites l'expérience. 7 kilos en une semaine. La protéine animale, ton corps a besoin de 60... C'est chronophage. La protéine animale, tu la mets dans la bouche le lundi midi, ton corps a besoin de 72 heures pour l'accompagner jusqu'à la sortie. 72 heures, 3 jours. Mais pendant ces 3 jours, tu n'es pas resté à jeun. Tu as mangé le goûter du lundi après-midi, le repas du lundi soir, le repas du mardi matin, le repas du mardi midi. Je te l'ai fait comme ça jusqu'à un mercredi. Il y a 6, 7, 8, 9 repas qui ne peuvent pas... Les aliments ne se doublent pas dans l'intestin. On ne te l'a jamais parlé, ça. Donc, tous tes aliments verts, tout ce que tu manges à côté, qui devrait sortir, est freiné par la viande et pourri dans ton corps. Donc c'est pour ça qu'on a des inflammations, des bouffées de chaleur, des coups de barre, des lourdeurs, parce qu'on est plein d'alimentation en putréfaction. Donc voilà la première raison. Le fait de cesser de manger de l'alimentation carnée, tu vas éliminer ce bouchon et tu vas permettre à tout de drainer. Tu vas faire ce qu'on appelle une détox, un nettoyage. De multiplier les jus verts, de multiplier ce que la terre te donne. T'as déjà vu un bébé à l'échelle nutritionniste? Les bébés dont les parents meurent, on les voit, ils ont survécu à la maison. Et qu'est-ce qu'ils ont mangé souvent? Que des végétaux. Et tu disais justement, ça a enlevé chez moi l'envie de nuire. D'arrêter de manger de la viande. Donc la première raison, je voulais vraiment venir, parce qu'on est tous touchés par ça, souvent sur la plastique. Si tu veux enlever cette petite couche qui cache tes abdos, la graisse animale, ton corps ne sait pas quoi en faire. Il la met autour des organes, il la met à l'extrémité, près de la peau, ou il la met dans les artères. Donc questionnez-vous vraiment là-dessus. Il y a Netflix, il y a un super reportage de Game Changer. Aujourd'hui, il y a des palliatifs. Tous les desserts, les viandes végétales. J'ai encore mangé des hot dogs hier. J'étais faire un tournage. Il y avait des hot dogs, il y avait saucisses, bœuf, poulet et saucisses végétariennes. Il y en a partout. Il y a tous les laits végétaux. Tout est possible. Allez sur les sites véganes, allez vous renseigner. Tu vas te régaler. Non seulement tu vas te priver de rien, tu vas devenir activiste pour ta santé, pour la souffrance animale et pour l'écologie avec un seul geste. Diminuez déjà. Diminuez. Ne vous torturez pas. Moi, je suis un extrémiste. Je fais les choses à fond pour te montrer que ça marche. Toi, après, tu fais à ton rythme. Maintenant, très bonne question. Il y a les gladiateurs étaient végétariens. On le sait aujourd'hui. La veille des combats, on leur donnait de la viande rouge. Les légions romaines étaient végétariennes. Je vous rappelle qu'on mange de la viande que depuis 50 ans, depuis 60 ans, 3 fois par jour, parce qu'on a les abattoirs et les chaînes du froid. Tes grands-parents allaient voir dans les années 60-70 à la campagne si on bouffait de la viande à tous les repas. Non. Donc les pitbulls dans les élevages américains mangent des croquettes la veille des combats. On leur donne de la viande rouge. Nous ne mangeons pas nous ne mangeons pas que des cellules ou que de l'énergie, nous ne mangeons pas des calories, nous mangeons de la mémoire. Une pêche que tu as mangée, qui a été cueillie dans le jardin chez le maraîcher à côté, qui a poussé au soleil, au chant des cigales, par cet arbre planté par l'arrière-grand-père du maraîcher, elle a une mémoire, cette pêche, une mémoire d'eau, de soleil, de pluie, et tu vas manger cette mémoire. Maintenant,
Regardez tous dans la pièce, vous avez tous vu un chat, un chien apeuré, un oiseau blessé. Vous avez senti sa vibration à 1 mètre de lui. On a envie de le prendre dans ses bras, de le protéger. On a senti ça. Eh bien, imaginez cet animal qui, toute sa vie, a vibré l'enfermement. J'ai pas peur de le dire, le camp de concentration, qui a vécu les mutilations, qui a vécu la programmation « je suis là pour mourir ». Et c'est ça, on mange cette mémoire. Il y a Gary Yourofsky, qui est un fervent vegan, et je m'inspire vraiment des radicaux, pas des extrémistes. Je ne sais pas ce que ça veut dire extrémiste. Moi, je suis radical pour certaines choses. Eh ben, il a dit, je vous mets au défi, allez dans toutes les prisons du monde. Prenez-moi toutes les personnes qui ont fait un crime de sang et trouvez-moi un végétarien dedans. Je sais que le raccourci te choque. Je sais. Le sang, l'acidité, l'acide urique te font serrer les dents, te font être agressif. Regardez quand on croque dans un steak, regardez la tête que l'on a. On se prend pour des prédateurs. Donc, quelque chose que je peux te dire, si tu es comme moi, quelqu'un d'impulsif, quelqu'un qui a des sauts d'humeur, le fait d'arrêter de manger l'adrénaline que mangent ces animaux quand ils vont mourir, cette peur que la viande en est chargée et l'acide urique, ça baisse ton agressivité. J'ai remarqué une chose, quand j'ai baissé changé l'alimentation, au-delà de ces 7 kilos en moins, j'ai des carences, ouais. Des carences en lourdeur, des carences en flatulence, des carences en indigestion, des carences en ballonnement. Tout ça, je ne connais plus. Et j'ai remarqué un truc, c'est que les mêmes sujets m'offusquent. L'injustice, le contrôle, l'abus, la privation de liberté, la bêtise. Les mêmes sujets m'offusquent, heurtent mes valeurs. Mais j'ai plus envie de mordre. Vraiment plus. Donc, questionnez-vous. Qu'est-ce que je mets dans mon corps ? Ouais, parce qu'en plus, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que même quand on y réfléchit, nous, on n'est pas fait, enfin, juste si on analyse un petit peu notre mâchoire, on n'est pas fait pour arracher la viande, pour la manger, pour la dévorer comme ça. Nos intestins, ils sont hyper longs, c'est complètement différent des animaux, des vrais carnivores. Après, je sais pas quelle est la bonne réponse, mais c'est vrai que c'est une question qu'on doit se poser, quoi. La bonne réponse, c'est celle qui te donne la santé et l'énergie, c'est tout. Qui te fait sentir bien. Voilà. Et comme heureux. tu l'as dit très justement, observez les médecines anciennes, les populations anciennes où il n'y a pas de cancer. Il y en a encore aujourd'hui chez les aborigènes, chez les papous, des civilisations premières encore aujourd'hui. Et tout simplement du bon sens paysan. Hein. Dans les campagnes de France, il y a des gens aujourd'hui qui ne consomment pas de soda, qui ne consomment pas de produits transformés, qui regardent moins la télé et qui ne consomment pas toutes ces merdes et qui sont en bonne santé. Tu l'as dit très justement, regarde ton corps et compare-le au règne animal. Et mange ce que les animaux qui te ressemblent mangent pour être en bonne santé. Nous sommes des herbivores et frugivores. Nous ne sommes pas des omnivores. C'est un terme inventé. Les singes sont omnivores. Regarde la taille de nos canines et notre intestin. Allez faire les recherches. Donc effectivement, si ta tête te dit oui, mais c'est bon, oui, mais il faut si la tête est pleine d'arguments, le cerveau, il envoie que des arguments. Il choisit jamais. Regarde le corps. Fais un essai de 3-4 jours d'alimentation plus crue, plus végétale, plus colorée, plus riche, en changeant la croyance. Le problème souvent, c'est que vous changez la pratique sans changer la croyance. Si tu arrêtes si tu arrêtes le cadavre en pensant que tu vas être anémié, tu seras anémié. Si tu arrêtes le lait, tout ça, en pensant que tes os vont être fragiles, tes os seront fragiles. Parce que c'est ta pensée qui est créatrice. Donc la première chose à faire, vraiment, c'est changer la croyance. Et encore une fois, j'ai 50 ans aujourd'hui. Tu regarderais comment je suis et l'énergie que j'ai. Et regarde les personnes autour de toi qui ont 50 ans et regarde leur taux vibratoire et leur énergie. Tous les jours, un petit peu de yaourt, un peu de fromage. Tiens, un peu de poison tous les jours. 20, 30, 40 ans, ton corps, il supporte, quoique de moins en moins. À partir d'un certain âge, il te dit, j'en peux plus. J'en peux plus que tu charges la mule. Il faut que tu me nettoies, il faut que tu me respectes. Végétal, vivant et varié, au maximum. Et je vous rappelle, pour les gourmands, hamburger, grec, pizza, crème fouettée, glace, tiramisu, tout existe. Au lait végétal, sans œufs, sans beurre et sans cette protéine végétale que te vendent ceux qui te vendent les médicaments pour te soigner. C'est la même industrie. Ouvrez les yeux. Et tu penses que, enfin, c'est une curiosité, tu penses qu'en changeant ton alimentation plus tôt, tu aurais eu encore plus de titres ? Je crois pas, parce que comme je dis vraiment, à l'époque, j'avais la croyance qu'il fallait plus de muscles, plus de masse, donc ça aurait été en contradiction. Si j'avais rencontré un végétarien pendant ma carrière, je l'aurais mangé lui. Je l'aurais buté lui et je l'aurais mangé lui.
Mais toi, t'étais de l'autre côté. Ouais, avant. j'étais de l'autre côté. J'avais la croyance, protéines, viande blanche, 120 grammes, 3 fois par jour, blanc de poulet. J'avais cette croyance-là. Donc, cette croyance, elle faisait que je gagnais, mais c'était surtout ma volonté. C'était pas ça qui me fait. La protéine animale, elle développe le muscle, elle le nourrit pas forcément. J'avais des muscles plus gros, mais je suis pas persuadé que comment dire, que c'est ça qui aurait fait vraiment une différence. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est que depuis que j'ai arrêté, ça m'est arrivé de faire 3 rounds avec Johan Lidon, avec des mecs sans préparation, sans rien leur dire. En plus, moi, je suis un fumeur de cannabis, j'arrive des fois, je plane un peu. Aujourd'hui, je tiens des footings, je tiens des trucs avec des sportifs, je tiens des matchs de basket et je ne m'entraîne plus. J'ai allégé mon corps de 14 kilos. Viens faire un footing avec moi et enlève-toi de... Il y a vraiment ma mémoire musculaire et ma discipline dans la fermeté de mes pensées et dans la posture, dans la respiration. Le corps, il a besoin en premier d'oxygène. Je ventile 6 heures par jour, consciemment. Donc, mon corps est toujours gavé d'oxygène. La deuxième chose, du mouvement. Je suis très régulièrement en mouvement. Le corps se réénergise avec le mouvement. La troisième, les pensées. Les pensées sont génératrices d'énergie. Pense à ton découvert. Ou pense à ta meuf qui t'a trompé, ou pense à ton gamin qui t'écoute pas. T'as vu, t'as une énergie pour faire du mal tout de suite. Il y a une énergie immédiate, même si tu dormais. Les pensées sont de l'énergie. Et enfin, le quatrième, uniquement l'alimentation solide. Et ce qui est chargé d'énergie, c'est ce qui est végétal, vivant et varié. Tout ce que vous mangez de cuit, de transformé, c'est mort. On t'a parlé de quantité de calories et pas de qualité de calories. Donc ça t'épuise. C'est pour ça que tu vas dormir après manger, pour digérer. C'est sûr, c'est sûr. Bah écoute, c'était vraiment passionnant ce point. Je voulais vraiment en parler avec toi parce que j'ai vu que c'était un sujet qui te tenait à cœur. Donc on arrive sur la dernière question, une question un peu plus légère. En plus, on a parlé. Si tu veux bien, merci vraiment David et pour l'alimentation, que je vous dise pourquoi j'en parle autant. Parce que j'en ai marre d'enterrer les gens que j'aime. Vous savez, si j'ai ce côté bisounours joyeux, mon cœur est tout joyeux comme ça, mes yeux pleurent. Mes yeux pleurent dedans. Mes yeux pleurent, mes frères et mes sœurs en surpoids, tous ceux qui sont médicamentés, les maladies cardiovasculaires, cet état d'abattement, cette lourdeur, cette passivité, ces douleurs qui sont socialement acceptées. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu mérites la santé, tu mérites la joie, tu mérites l'énergie, tu mérites la vie. Et je pleure quand quelqu'un meurt parce qu'il a mal mangé, parce qu'il a écouté les mauvaises directions et que personne ne meurt de vieillesse. Personne. On meurt de malnutrition, on meurt de tristesse et on meurt de malbouffe. Donc c'est pour ça, je voulais vraiment rajouter cette petite dose que tu disais, pourquoi il y met autant d'attention, pourquoi il veut nous chambouler autant. C'était pour ça. Bah écoute, c'est très touchant. Et, en tout cas, moi, ça me marque. J'espère que ça marquera aussi les auditeurs. Et petite question derrière, sur un sujet qui paraît complètement hyper éloigné. Mais je sais que tu es aussi un grand amoureux des arts et tout à l'heure on a parlé de rap ensemble et tout. Si tu devais choisir une musique ou un artiste, lequel ce serait ? Waouh, les questions difficiles. Difficile. Bah oui, parce que tu sais, chaque musique, elle correspond à un moment, à une énergie, à un moment de ta vie. Et celle de ce moment-là, celle de ce maintenant. moment-là. En ce moment, je suis assez dans les musiques un petit peu... j'aime bien, tu sais, les musiques chamaniques, j'aime bien le home, tu sais, les sons sacrés où mon cerveau ne peut pas comprendre. Tu sais, si je te colle contre ma poitrine et je te fais... je vois. À un moment, tu vas vibrer, tu vas te détendre. Tu sais, la maman, on a tous été bercés. Donc aujourd'hui, pour me détacher un peu des mots, donc je suis très dans les sons et j'aime encore les mots, vous voyez, je suis une vraie pipelette. J'écoute aujourd'hui ce qu'on appelle des chants sacrés. Donc il y en a un que j'adore en ce moment qui s'appelle Garu Maju Yaima, on pourra mettre le lien si tu veux. Il y a aussi Nessie Gomez, il y a plein de gens nordiques, il y a plein d'Américains, des personnes qui décident d'utiliser des instruments acoustiques, des bols tibétains, une guitare, des instruments dont je ne connais pas le nom, qui font des sons bizarres, et qui dessus chantent des paroles de la Terre, de l'énergie, du cosmos, nous sommes tous frères. Je voulais vous dire, c'est très fort ce que tu as dit David là, parce que la musique et les chants ont été créés pour 2 choses. Pas pour se divertir et pas pour danser. Ça a été créé pour rassembler et passer des messages. Pour vivre. On allait à la guerre en chantant. On allait au champ en chantant. On accouchait en chantant. On allait au cimetière en chantant. On se marie en chantant. L'anniversaire en chantant. Les victoires, il y a une chanson. Les défaites, il y a une chanson. La récolte est pleine, il y a une danse et une chanson. La récolte est pourrie, il y a une danse et une chanson. Il faut aller buter le village d'à côté, on se réunit, on chante pour se motiver pour aller leur faire la guerre. Il faut aller faire la paix, on se chante pour faire la paix, on va au village Donc, faites attention à ce que vous écoutez.
Les BPM ont été modifiés, le La a été modifié, toute la musique a été modifiée, tout ce qu'on vous envoie, bam, 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 ton cœur s'accélère. Prends ton scooter, ta voiture ou ton vélo, écoute du blues sur un virage. Prends le même virage, écoute du rap. Tu vas pas le prendre de la même manière. Donc effectivement, la musique, regardez, il y en a partout, les pubs, Facebook, partout où tu vas, souvent il y a du son avec. Attention capté, on te capte les yeux, on te capte l'oreille. Donc soyez vigilants et purifiez-vous avec des sons sacrés, réécoutez de la musique classique. J'aime bien le canon de Pachelbel en ce moment. Je me refais du Kenny Arcana. Comme je vous dis, je suis un être changeant, je suis bipolaire. Là, je suis tout calme avec toi et tout à l'heure, j'avais envie de bouger, courir, sauter, je vais mettre un truc bien speed. Et vraiment, comme le monde est très rapide et très agressif, à la maison, favorisez un bruit de rivière, le bruit des vagues pour t'endormir. Changez le macrocosme avant de changer le microcosme. Changez ce qu'il y a autour de vous. Du Palo Santo, des huiles essentielles, des petites clochettes. Les sons te pénètrent, que tu le veuilles ou non. Les odeurs te pénètrent, que tu le veuilles ou non. Donc si tu n'arrives pas à changer l'intérieur, c'est un peu contradictoire avec ce que je disais de prendre soin de l'intérieur. Commence par changer ce qu'il y a autour. Cesse ce rap, bam, 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 cesse les musiques festives, le cul à l'air, les paroles wesh, wesh, 2 mots de vocabulaire, arrêtez avec tout ça. Revenez, et là, vraiment, tu nettoies, que tu le veuilles ou non, ton inconscient, et ça agit vraiment. Donc là, en ce moment, les chants sacrés, j'adore ça, les chants chamaniques, une femme russe, Olga, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui fait le loup, qui fait des bruits, ça vous transporte. Ah bah c'est ça, c'est la musique te fait vivre et dans chaque occasion. Bah écoute, merci beaucoup pour cet échange, pour cette rencontre. Ça m'a fait extrêmement plaisir depuis le temps que je voulais le faire et ça m'a appris plein de choses. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Ça m'a plu, tu peux le voir sur mon visage, David. Merci. Ouais. Comme on dit, tu peux suspendre tout doute. Merci pour ton intention de bien faire et cette part d'amélioration que tu te laisses. En disant, ah ouais, quand on dit à l'autre, j'espère que ça t'a plu, on se dit, ah, j'aurais pu améliorer des trucs, on s'en fout, c'était parfait, le truc était top. Et le moment présent, vraiment, c'était riche, j'ai adoré la profondeur de tes questions, la qualité de ton écoute, le fait de me laisser digresser et pouvoir développer, parce que c'était le but là, de donner de l'espoir et du bien-être en ratissant très large. Maintenant, toi, auditeur, va faire tes recherches. Ça ne va pas te dispenser d'apprendre ce bon moment qu'on a passé ensemble. Ça a réveillé des curiosités. Quel sujet t'a interpellé ? L'alimentation, l'éducation, tes peurs. Va questionner, renseignez-vous. J'ai plein de contenus gratuits sur YouTube, sur ma page Facebook, sur Insta. J'accompagne aussi en accompagnement individuel et collectif et on s'en sort pas seul. Je ne suis pas devenu champion du monde tout seul. Il y avait 3 hommes de coin, des dizaines de sparring, de partenaires de partout, préparateurs physiques, coach mental sur la fin et ça m'a vraiment manqué. Et là, aujourd'hui, voilà, ce que je propose, c'est un accélérateur. C'est parce qu'on a assez souffert et qu'on vit une période chamboulante et difficile. Et si tu n'es pas connecté à l'intérieur, tu vas être touché par toutes ces énergies extérieures brutales. Donc, il est important d'avoir un mentor, il est important d'avoir un guide, il est important d'avoir un référent sur lequel tu peux avoir confiance. Donc, si vous avez envie que ça bouge dans vos vies, si tu as envie que ça bouge, on mettra le lien pour me contacter. On mettra tous les liens dans la description. On peut t'accompagner sur ce changement mondial. On a besoin de toi. On laissera personne sur le bas-côté. Et ce changement du monde, c'est un par un. C'est un par un. Et si tu as écouté ce post, c'est que soit c'est que tu es déjà en route, ou soit que tu commences, continue. Et il y a un beau futur qui nous attend. Restez confiants. Restez positifs. Éloignez-vous sincèrement des personnes négatives. Elles ont trop de puissance en ce moment. N'essayez pas de convaincre. Regarde ce mot convaincre, ce que je pense de toi et vaincre ce que j'essaye de faire. Soyez influents, faites les changements chez vous et restez vraiment rassurés parce que là, ça va s'accélérer les privations de liberté, les brutalités pour que l'on cède et c'est qu'une chimère, c'est qu'une illusion, tout ça, on y a cru, on l'a fabriqué. Et en changeant ta vibration, je te dis vraiment, sans prendre le micro, sans faire de vidéo, en changeant ta vibration, ton alimentation, les 3 choses qu'on a vues, en multipliant ces écoutes, eh bien, tu changes qui tu es, tu changes ton entourage proche, et ça... Soyez patient, mais on est sur la bonne voie là. Bah écoute, ça m'a fait plaisir de rencontrer un grand champion du monde, mais pas que, qui va bien au-delà du sport et c'est tout à fait le but de ce podcast. Merci Aurélien. Avec cette grande générosité, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour la suite là ? Encore plein d'épisodes et des nouveaux invités. D'ailleurs, si tu en as à suggérer dans la boxe ou dans d'autres sports, moi je suis toujours preneur. Ouais. Plein d'invités, plein de gens, plein de rencontres, c'est ce qu'on aime et on veut échanger et découvrir de nouvelles passions sportives un peu partout. Merci, merci à vous tous, belle suite. Merci beaucoup. Merci Aurélien. Merci à tous d'avoir écouté ce 3e épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser des notes
et des étoiles sur Apple Podcast, d'aller voir notre page Instagram laligne.podcast pour voir un contenu encore différent. Cette semaine, je lis un autre des commentaires venant de Le Sport C'est Bien, qui me dit un podcast super intéressant pour découvrir des facettes méconnues du sport. Eh bien écoute, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois dans mes épisodes, d'aller à la rencontre de personnes vraiment très diverses pour en apprendre toujours plus tous ensemble. D'ailleurs, un petit aparté, Le Sport C'est Bien, j'ai eu la chance de parler avec la personne qui est derrière ce blog sur Instagram et je vous invite grandement à aller voir ce contenu qui est à la fois un blog, il y a également un podcast où ils ont également fait un épisode sur Mexico 1968, donc en lien avec l'épisode sur Pierre-Louis Basse, et c'est vraiment aussi une super page Instagram. Donc je te remercie en espérant qu'on pourra faire potentiellement des choses ensemble par le futur. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à dans 15 jours pour un épisode qui s'annonce déjà mémorable. C'était David pour le podcast La Ligne.